Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce dernier webinaire qu'on va faire avant la pause estivale. Alors, format de webinaire qu'on a décidé de faire en table ronde cette fois-ci, parce que c'est sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'expertise obligataire de Sony, l'expertise historique de la maison. Donc pour ça, je suis accompagné des deux co-responsables de la gestion obligataire. Donc on a Dimitri Leneveu sur ma Bonjour, gauche, bonjour à tous. qui est le gérant du fonds Sony Multi-Oblig, qui gère aussi le fonds Green Bond 2028 et qui, dans cet exercice de table ronde, va plutôt représenter la partie taux, emprunt d'État, pour justement simplifier l'échange. Mais c'est un gérant multi-stratégie obligataire, comme on pourra en reparler notamment au travers des différents fonds que tu gères. Et sur ma droite, Kevin Gamero. Bonjour Paul, bonjour à tous. Bonjour Kevin, qui gère du coup, entre autres, le fonds Sony Opportunité 2029 et le fonds Sony Eurocrédit, et qui, dans cet exercice, encore une fois, table ronde, va représenter la partie crédit et marché, du coup, plutôt high yield. Donc l'idée à travers de cette table ronde, c'est vraiment de faire un point sur le marché obligataire. On l'a vu depuis 2022 et la hausse des taux, on a l'oblig qui est vraiment revenu dans les allocations des conseillers financiers. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. On a beaucoup de questions sur le terrain avec Christophe notamment. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'à mi-année, c'était intéressant de faire le point ensemble. Donc nous, on va essayer de représenter ces questions qu'on a de nos partenaires. L'idée, c'est que ce soit interactif. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat sur le petit onglet en bas à droite. On va essayer d'y répondre sur l'instant. Et sinon, on vous rappellera, bien sûr, pour échanger sur toutes ces thématiques passionnantes. Voilà, on va essayer de prendre 30 minutes, 40 maximum. Démarrons. Alors, on va démarrer par les taux, justement. Donc, Dimitri, plutôt. On parle beaucoup de baisse des taux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi on parle et où est-ce qu'on en est réellement? Oui, bien sûr. Alors déjà, quand on parle de baisse des taux, il faut pas faire d'amalgame sur la thématique des taux et de quel taux on parle. On a tout d'abord les taux de la BCE qui sont représentatifs de la politique monétaire de la zone euro, à ne pas confondre avec les taux de marché qui sont des taux des emprunts d'État à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans. Il y a toute une courbe de maturité de taux différentes. Quand on parle du 10 ans, c'est souvent les références CMS qu'on peut avoir en tête et dont on entend parler. Donc, il y a déjà cette différence de notion de taux. En zone euro, sur les 12 derniers mois, on a eu une baisse significative des taux de la Banque centrale européenne. On a eu une baisse de 200 points de base des taux. On est autour de 4 de taux post-Covid et jusqu'à juin 2024. On a une baisse de 200 BP des taux. On est aujourd'hui légèrement en dessous des 2%. Et le marché anticipe que d'ici la fin de l'année, on sera encore 25 points de base plus bas, aux alentours de 1,75 de taux. Alors, pourquoi on a eu ces baisses de taux? On a eu une vague d'inflation qui est venue post-Covid, post-guerre en Ukraine de 2022, avec une forte remontée des taux de la politique monétaire, et on a eu une normalisation de ces taux courts qui s'est fait par une victoire finalement sur l'inflation en zone euro. On a eu une inflation qui est revenue autour des 2% sur la zone européenne. En France, on est plutôt autour de 1%, mais la zone euro dans son ensemble, on est autour de 2%. Sur 2026 et 2027, les prévisions de la BCE montrent une inflation globale proche des 2%, et c'est la même chose sur la partie inflation cœur. Donc, on a une victoire sur la partie inflation qui a permis à la Banque centrale de rebaisser ses taux sur des niveaux plus normatifs. Dans le même temps, on a eu une croissance du PIB qui a été positive. On est autour des 1% sur la zone euro aujourd'hui. Donc tout ça a fait qu'il y a une normalisation de la partie courte des taux sur la partie politique monétaire. Aujourd'hui, on se rend compte que les taux courts ne rémunèrent plus comme c'était le cas avant. On avait une rémunération très forte de la partie monétaire, les fonds monétaires, etc., qui avaient une rémunération très forte. Aujourd'hui, en tout cas, c'est plus le cas. Ok. Donc, les courbes sont-elles toujours inversées? Alors non, on a eu une vraie modification, une vraie normalisation des courbes.
ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est la situation à juin 2023, la courbe noire. Vous voyez qu'on avait vraiment une pente inversée. Donc, on le rappelle, théoriquement, les courbes sont censées être croissantes, c'est-à-dire qu'on est censé avoir un taux de rémunération plus attractif sur les parties longues, puisque quand on prête de l'argent à plus long terme, il y a un risque, on appelle le risque de terme, qui doit être pris en compte. On est censé avoir une meilleure rémunération sur le plus long terme que sur le court. Or, avec ce choc inflationniste et des taux monétaires qui étaient très élevés, on avait une courbe qui était inversée encore en juin 2023. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une normalisation des taux monétaires et de ce fait une normalisation de la forme des courbes de taux. Là, on prend l'exemple des emprunts d'étalement, la courbe des emprunts d'étalement. Et on voit déjà à fin 2024, la courbe orange, on a eu une normalisation. On a eu une courbe qui était presque plate finalement entre la partie 1 an et la partie 6-7 ans. Une courbe qui était en cours de normalisation, qui était devenue plate. Et la courbe bleue, qui est la situation il y a quelques jours, à fin juin 2025, on voit que la courbe s'est enfin normalisée avec une pente naturelle qui nous semble encore faible aujourd'hui, mais qui est présente. Donc les maturités plus longues rémunèrent plus que la partie courte. Ce qui est intéressant de voir sur ces évolutions de courbes, notamment entre la situation à fin 2024 et il y a quelques jours, c'est qu'on voit qu'il y a un point d'inflexion autour des maturités intermédiaires entre 3 et 5 ans. On voit que finalement, les taux sur la partie 3-5 ans n'ont pas beaucoup évolué. On a eu encore une baisse des taux courts, mais on a eu une légère hausse des taux longs. Et donc ça, c'est un point intéressant sur la pontification des courbes qui doit être bien prise en compte dans la gestion obligataire aujourd'hui. Donc, la conclusion, cette première conclusion sur les taux de la partie européenne, c'est qu'on a des taux courts qui ne rémunèrent plus assez. Il faut aller chercher autre chose pour avoir un portage attractif. Et on a une normalisation des courbes qui nous amène à aller chercher des maturités un peu plus longues pour aller capter un rendement supérieur et un portage dans les portefeuilles qui est supérieur. Donc les zones intermédiaires entre le 3, 5, 6 ans sont des zones intéressantes pour aller capter ce portage supplémentaire. On rappelle la notion de roll down, ou en effet, en français, l'effet de pente, qui montre que quand on investit sur des maturités plus longues avec des rendements plus élevés, au fur et à mesure que la maturité diminue au fil du temps, on a une rémunération qui est plus faible, donc on a un gain en capital complémentaire du portage qu'on a lors de l'investissement. Donc ça, c'est le deuxième point. Il faut aller chercher des maturités un peu plus lointaines et des maturités intermédiaires. Par contre, attention aux maturités plus longues sur la partie 10 ans ou même 30 ans. On en a pas mal parlé sur les marchés dernièrement. On a vu que sur les 6 derniers mois, les taux longs avaient monté de façon relativement significative par moment. On pense que cette quantification de courbe va continuer. On va continuer de repricer le risque de la prime de terme des marchés. Donc, il faut faire attention à cette exposition au taux long, malgré cette volonté d'aller chercher des maturités plus longues pour améliorer le rendement des portefeuilles. Très clair. Donc, les taux courts ont baissé en Europe. Maintenant, quand on parle de taux, on parle d'emprunt d'État. Et quand on parle d'emprunt d'État, on parle aussi de déficit, de dette. Ouais. Ça veut dire quoi concrètement, la situation en ce moment? C'est en lien avec la hausse des taux longs qu'on a pu avoir sur les derniers mois. C'est qu'on a une situation en termes d'endettement des pays, de déficit qui est préoccupante aujourd'hui, notamment avec un biais sur la partie US. On voit que le déficit aux US depuis une dizaine d'années à peu près, depuis 2015, on a un déficit chaque année qui est de plus en plus important. Donc on a des dépenses d'État qui sont supérieures aux recettes. Ça fait que les niveaux de dette augmentent, aussi bien en valeur qu'en relatif par rapport à la richesse qui est créée, par rapport au PIB. Donc ça, c'est un premier sujet de déficit. Le deuxième sujet, c'est les problématiques de refinancement dans le marché. Quand on a un niveau de dette qui est plus important, il faut aller refinancer. Ça veut dire qu'on va devoir faire plus d'émissions sur le marché pour financer ce déficit. Et donc, il faut aller trouver les investisseurs marginaux pour aller acheter cette dette supplémentaire. Et donc, forcément, plus il y a d'émissions de dette, plus ça crée un risque de hausse des taux, plus la pression sur les taux va augmenter à la hausse des taux.
Sur le graphique de droite, on voit spécifiquement aux US la problématique du refinancement. Pourquoi? Parce que il y a quelques années, Janet Yellen aux US a fait des refinancements de la dette américaine sur des maturités courtes, à un moment où finalement les taux étaient bas et clairement plus bas qu'aujourd'hui. Donc on se dit aujourd'hui, mince, elle aurait dû faire des refinancements à plus long terme pour ne pas avoir justement ce risque de refinancement qui pèse sur les US aujourd'hui, mais la situation est ce qu'elle est. Et on voit qu'on a à peu près 25% du stock de dette américain qui doit être refinancé d'ici la fin de l'année. On est presque à 33% sur les 18 prochains mois et 50% de la dette qui doit être refinancée d'ici fin 2027. Donc ça veut dire qu'il va falloir refinancer sur les marchés, aller chercher les emprunteurs marginaux pour refinancer ces niveaux de dette et avec le risque d'avoir une pression sur les taux. Donc on a Bessent aux États-Unis qui a indiqué qu'il voulait finalement refaire la même chose que Janet Yellen avait fait il y a quelques années, c'est-à-dire refinancer sur des maturités plutôt courtes pour ne pas faire de pression haussière sur les taux longs, en attendant que la Fed, hypothétiquement, baisse ses taux à horizon 12-24 mois pour pouvoir, dans 2 ans, refinancer sur des niveaux de taux qui seront plus bas qu'aujourd'hui. Donc, il y a un peu un pari sur cet aspect-là. Mais on voit bien qu'il y a vraiment un sujet, puisque le coût de la dette a augmenté avec la hausse des taux depuis 2022-2023. Les taux sont plus hauts, donc qui dit taux plus haut dit coût de la dette plus élevé, coupon plus élevé, impact sur le déficit du fait du remboursement des dettes et du coût de la dette. Donc tout ça, c'est un cercle un peu vicieux qui se met en place avec des pressions haussières sur les taux longs qu'il faut monitorer. Tu peux nous en dire plus du coup sur cette problématique de financement des États-Unis? Oui, ben, on prend un exemple assez intéressant. Quand on parle de pente de la courbe, généralement, une des métriques intéressantes à regarder, c'est l'écart entre le rendement à 2 ans et le rendement à 10 ans. Donc là, on est toujours sur les États-Unis. Vous avez sur la partie haute du graphique, en orange, le taux 2 ans des emprunts d'État américains, en blanc, le taux 10 ans. Et sur la partie basse du graphique, l'écart de rendement entre le taux 2 ans et le taux 10 ans. Ce qu'on voit, c'est que globalement, on a eu des périodes sur les 25 dernières années où le taux 10 ans était plus élevé que le taux 2 ans, ce qui est la norme. On voit qu'entre 2022 et 2024, avec le choc inflationniste et la forte hausse des taux monétaires, on a eu un taux 2 ans qui s'est révélé être plus élevé que le taux 10 ans. Donc, on était en courbe inversée sur la partie de 10. Aujourd'hui, on a normalisé ces courbes-là, c'est-à-dire qu'on a retrouvé une pente positive. On voit que le taux 10 ans rémunère environ 50 points de base de plus que le taux 2 ans. On pense que cette dynamique de pontification va continuer, avec possiblement un retour vers des niveaux qu'on a connus au début des années 2000 ou au milieu des années 2010. Comment ça peut se faire, ce mouvement? On voit sur les rectangles blancs, sur la partie début des années 2000 et début des années 2010, on voit qu'on a eu une forte pontification de la courbe qui s'est faite par une surprise à la baisse des taux de la Fed qui contrôle les taux monétaires aux US, parce qu'il y a eu un choc économique, parce qu'il y a eu un besoin de relancer la machine économique. On a une forte baisse des taux de la Fed, et du coup, le taux 2 ans, qui est plus proche des taux monétaires en termes de maturité, a fortement baissé, a plus baissé que le taux 10 ans. Et du coup, on a eu cette pontification qui s'est faite entre la partie 2 ans et la partie 10 ans, avec un écart de rendement qui a même atteint plus de 200 points de base à certaines périodes. Aujourd'hui, on pense qu'il peut se passer 2 scénarios. Le premier, ça peut être une surprise à la baisse des taux de la Fed. Aujourd'hui, on parle du risque d'inflation à court terme du fait des tarifs, du fait de la Big Beautiful Bill qui risque de faire de l'inflation importée aux US. Passer cette période-là, qui peut être de peut-être plusieurs mois, 1 ou 2 trimestres, on peut avoir une baisse des taux de la Fed qui arrive peut-être pas fin d'année 2025 comme le marché le prévoit, mais peut-être un peu plus lointaine en 2026, qui va faire qu'on va avoir une pontification grâce à la forte baisse des taux courts. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, avant, on parlait justement des problématiques de déficit, c'est que si la pression du marché s'accroît sur les États, et notamment aux US, sur les niveaux d'endettement et sur le coût du capital, le coût d'accès de la dette des US sur la partie longue, et ben on peut avoir un taux 10 ans qui va continuer de monter pour retranscrire le risque des investisseurs sur le fait de détenir de la dette à long terme à cause de ces problématiques de déficit. Donc, c'est 2 scénarios dans lesquels on voit cette courbe continuer de se pontifier avec un objectif qui peut être entre 100 et 150 points de base
d'écartement et de pente sur la partie de 10 américaine. Ok, donc vision assez claire sur les marchés américains. Maintenant, en Europe, ouais. qu'est-ce Mais qui en se Europe, passe? finalement, cette question de déficit, de problématique de déficit, on la retrouve aux US, elle existe au Japon, mais on la retrouve aussi en Europe. On a bien vu en début d'année au Royaume-Uni, et une grosse problématique sur le niveau de budget, sur la défense d'un équilibre budgétaire. Les marchés ont mis beaucoup la pression sur les taux d'emprunt du Royaume-Uni. Ça a été le cas en janvier, ça a été le cas il y a quelques jours sur une loi d'économie de 5 milliards qui n'a pas été votée. Tout de suite, le marché a sanctionné. Donc, le marché est aujourd'hui très vigilant sur ces problématiques de refinancement et de niveau de dette et de déficit. Sur la zone euro, on voit bien que les mauvais élèves en termes de dette sur PIB, c'est l'Italie. Mais l'Italie a aujourd'hui un excédent primaire, c'est-à-dire que sans le coût de la dette, il n'y a pas de déficit en Italie, ce qui n'est pas le cas de la France, même si on a un niveau de dette sur PIB qui est plus faible en France qu'en Italie. On a un déficit primaire. Donc même sans le coût de la dette, on a un déficit. La Belgique a une dynamique qui est assez négative aujourd'hui. A contrario, on a des pays qui sont beaucoup mieux situés en termes de dette sur PIB, avec l'Allemagne qui est autour des 60%, mais on voit que sur la partie risque de refinancement, l'Allemagne a annoncé en mars dernier des montants colossaux d'investissement sur les infrastructures, sur la défense, pour presque plusieurs centaines de milliards sur l'infrastructure, plusieurs centaines de milliards sur la défense. Et donc, on va avoir une augmentation des émissions de dette de l'Allemagne qui vont créer un risque, qu'on appelle un risque de supply, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait les investisseurs qui viennent acheter la dette au moment des émissions. Et donc ça peut être un risque sur les coûts de financement et donc sur les niveaux de taux. On voit l'évolution du coût de la dette française sur le graphique de droite. La hausse des taux depuis les 5 dernières années a fait que le coût de la dette entre 2020 et les projections 2026-2027 ont fait x2. Donc, c'est vraiment des montants importants et il y a une vraie problématique à prendre en compte aujourd'hui dans la gestion obligataire et dans les choix des maturités sur lesquelles on investit pour gérer ce risque de déficit et ce risque de taux. Okay, donc de manière générale, que ce soit plutôt zone Europe ou États-Unis, on est sur des pays qui sont quand même surendettés, si je comprends bien. Ouais. On a une forte volatilité sur les taux, on a des différences quand même selon les zones géographiques entre chacune, entre les taux courts et les taux longs. Maintenant, je me tourne vers toi, Kevin. Au niveau des entreprises, où est-ce qu'on en est sur ces niveaux de dette? Eh bien, on est dans une situation radicalement différente, j'ai envie de dire. Puisqu'on a des entreprises qui sont globalement moins endettées que les pays. Peut-être avant d'aller plus en détail sur la partie fondamentale des entreprises, simplement regardons dans le rétroviseur et regardons ce qui se passe sur cette classe d'actifs du crédit, qui est sur un parcours et une dynamique depuis 2 ans et demi extrêmement forte en termes de marché boursier et de performance pour les investisseurs. On sort d'une année 2023 qui était un très bon cru, 2024 aussi. Depuis le début de l'année, ça se passe très bien, avec une classe d'actifs qui est sans volatilité. Dimitri mentionnait le plan allemand début mars. Ça s'était traduit par une remontée de 30 centimes, 30 points de base sur les taux à 10 ans allemands. La même journée, la classe d'actifs du crédit, elle, a vu les primes de risque se compresser. Ça traduit bien quand même un environnement où il n'y a pas ou peu de volatilité sur cette classe d'actifs actuellement. Alors, fondamentalement, c'est justifié, puisque effectivement, les boîtes, elles sont globalement très saines. On a l'habitude de regarder quelques métriques financiers, notamment le ratio dette nette sur EBITDA. C'est ce que vous avez à gauche. Alors là, on prend le gross leverage, donc on prend la dette brute sur l'EBITDA. On est sur des niveaux assez contenus. Quand on regarde la courbe rouge qui correspond finalement au rendement européen, on est en dessous de 4 fois. On est sur des niveaux qui sont inférieurs aux niveaux qu'on connaissait avant la période Covid, par exemple. D'accord ? Donc, pas de leverage significatif. On aurait même pu rajouter un autre graphique que moi, j'aime bien illustrer, qui reprend la position en trésorerie rapportée à la taille totale d'un bilan. Et là, quand on regarde le haut rendement européen, par exemple, on est à 27% de liquidité rapportée au total du bilan. C'est 13 points de plus qu'il y a 10 ans. Donc, on a des boîtes qui ont des structures bilancielles solides,
des leverages qui sont contenus, et ça se traduit par le graphique de droite sur les taux de défaut, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on peut, c'est notre thermomètre finalement sur la classe d'actifs pour savoir si le gisement est sain ou pas, et en fait, on n'a pas de défaut ou très peu. On est sur les moyennes historiques, en fait, à 30 ans. Donc, fondamentalement, pour répondre à ta question, on a des entreprises qui sont très solides par rapport aux États, mais aussi par rapport au coût de rétroviseur qu'on pourrait donner sur les 10-20 dernières années. On a une classe d'actifs qui est assez saine. Donc, ça, c'est le fondamental pour étudier un petit peu la santé du crédit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme critères que tu regardes? Aujourd'hui, nous, on regarde avec un triptyque. Donc, on a le fondamental, on a les valorisations et puis on a aussi les facteurs techniques. Et j'ai pour habitude de dire depuis plusieurs trimestres que les facteurs techniques sont aussi importants, quasi aussi importants que le fondamental, en fait. Et là, c'est ce qu'on a voulu mettre en exergue sur ce slide-là, c'est que les investisseurs ont envie d'acheter du crédit aujourd'hui. Donc, il y a énormément d'argent qui se déverse sur la classe d'actifs. C'est monstrueux. Quand on regarde le graphique à gauche, on voit bien les entrées d'argent depuis le début de l'année sur le segment du crédit. Tout le monde en profite. On a eu un trou d'air au moment de la mise en place des tarifs douaniers par M. Trump début avril, mais c'est revenu très vite. Donc, il y a de la liquidité à employer sur le marché du crédit. Et ça permet notamment de solutionner les problématiques de mur de dette qu'on pouvait avoir il y a encore 2-3 ans. Et c'est ce qu'on a à droite avec le profil d'échéancier dans le gisement du high yield. On voit aujourd'hui que les prochaines années où on aura des dettes à refinancer, c'est maintenant plutôt du 2029, du 2030, 2031, alors qu'auparavant, on était plutôt sur du 24-25 en mur de dette. Donc, et d'ailleurs, au mois de juin 2025, je fais une petite parenthèse, mais ça illustre bien, je pense, cette partie technique. On a eu le mois avec les plus grosses émissions en volume sur le marché du high yield européen, puisqu'on a eu près de 23 milliards nouvellement émis au mois de juin. C'est un record historique. Donc, voilà, il y a du cash à déployer, les gérants ont besoin de replacer le papier, il y a une dynamique primaire qui est extrêmement forte, et donc il y a ces facteurs techniques qui soutiennent la classe d'actifs depuis plusieurs trimestres. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas d'éléments qui pourraient venir gripper cette dynamique de positif sur la partie technique. Ok, alors marché très stable. Maintenant, comme tu le dis, des spreads, donc une prime de risque sur l'univers crédit est quand même très compressée. Et nous, c'est vrai que sur le terrain, on entend beaucoup justement nos partenaires nous questionner là-dessus et entendre aussi dire que est-ce que c'est pas trop tard du coup pour investir sur le crédit? Est-ce que c'est encore le moment? C'est jamais trop tard, Paul, Ouais. parce qu'en fait, chaque jour qui passe, c'est de la performance que tu prends. Si on regarde les valorisations, parce que c'est un point qui est intéressant, effectivement, quand on regarde en marge, en prime de risque, tu as raison de le souligner, les primes sont plutôt faibles. D'accord ? On est dans les 10% les plus serrés en historique sur le marché du high yield européen. C'est ce qu'on a sur la courbe verte ici. On est grosso modo à 285, 300 points de base de prime de risque. C'est très faible. Mais nous, ce qu'on dit, c'est OK, les valos sont faibles en termes de spread, de prime de risque, mais peut-être qu'il faut qu'on change notre référentiel. Parce que si on dit que le fondamental et que les facteurs techniques sont très puissants, peut-être que ce que l'on avait l'habitude d'avoir en termes de niveau sur les primes de risque, il faut peut-être les revoir aussi, les revisiter. Ça, c'est notre premier message. Et puis le deuxième message, c'est aussi de dire, OK, les spreads sont serrés, mais ces spreads doivent être regardés avec un niveau de taux de rendement que l'on peut obtenir sur cette classe d'actifs. Et ça, c'est la courbe bleue. Les taux de rendement en absolu, en fait, aujourd'hui, quand tu achètes du crédit, alors sur du investment grade, en fonction des maturités, et effectivement, comme le soulignait à juste titre Dimitri tout à l'heure, il faut faire attention où on a envie de se positionner sur les points de courbe. Mais si on reste sur des maturités intermédiaires, sur l'investment grade, tu peux avoir du 3%. Donc, c'est un niveau en absolu et en historique qui est encore regardable. Et puis, si tu décides de descendre en qualité de crédit et de tomber dans le spectre du haut rendement, quand tu vas acheter du WB, c'est-à-dire la frange haute du haut rendement, tu obtiens des rendements qui sont assez corrects, autour de 4, disons.
Et puis, plus tu descends en échelle de crédit, plus tu as une rémunération qui s'élève. Et on peut tout à fait trouver aujourd'hui du 5%, du 5,5% sur des entreprises de qualité dans le gisement du simple B. Donc, en taux réel, ça fait encore nettement du sens, puisque effectivement, l'inflation est en train de redégonfler. Donc, en taux réel, on est assez confortable pour se positionner sur du 5%. Et puis après, si tu veux aller faire des sélections de titres dans l'univers des triple C à la marge, tu trouves des rendements effectivement à 2 chiffres. Mais globalement, oui, les spreads sont resserrés, mais non, il y a encore de la richesse à aller attraper parce qu'en taux de rendement global sur la classe d'actifs, il y a du rendement encore à prendre. Ok, alors on a abordé le sujet du crédit. Là maintenant, on a cette notion de portage. Est-ce que tu veux commenter ce graphique aussi? En 2 mots, Paul, parce qu'en fait, ça, je pense que c'est le graphique qu'il convient de retenir à la fin de cette présentation webinaire sur la partie crédit. C'est en fait la notion de portage. Puisqu'on a du taux de rendement qui est embarqué dans la classe d'actifs, c'est l'évolution que l'on a avec la courbe grise, c'est le niveau de taux coupon, donc là on est à 5, disons, sur le rendement. Qu'on regarde la duration du gisement, donc c'est la courbe qui est en bleu-gris en dessous, on est plutôt sur des durations à 2,5. Ça veut dire que pour une variation de 1% de taux d'intérêt, la classe d'actifs va évoluer à plus ou moins 2,5. D'accord? Et donc, quand on est avec 5% de coupons, ça veut dire qu'on peut absorber 2% d'évolution de taux d'intérêt. Autant te dire que sur des durations à 2,5, 2,5 années, c'est hyper confortable en fait. On a un portage qui reprend tout son sens désormais, et ça, c'est le fruit de la remontée du coût du capital qu'on a depuis 3 ans, enfin tout ce qu'on a pu se dire déjà au travers de multiples webinaires. Et donc ça, je pense que c'est le graphique qu'il faut retenir, c'est qu'on a du portage, on a du taux, et ça permet d'absorber de la volatilité sur les taux d'intérêt d'emprunt sans risque. Ouais, on en revient à cette notion de valeur absolue versus relative. Bon, donc merci. On a fait le point sur les taux, la situation un peu des marchés emprunts d'État, le marché du crédit. Maintenant, concrètement, dans votre gestion, dans les produits qu'on propose chez Sunny, qu'est-ce que ça peut donner? Donc, je commence par multi-oblique. Donc, Dimitri, est-ce que tu peux nous dire ce que ça donne pour toi sur ce type de fonds? Alors, pour rappel, multi-oblique, c'est un fonds multi-stratégie obligataire qui investit sur vraiment l'ensemble du marché obligataire, aussi bien les emprunts d'État que le crédit, la partie financière, la partie corporate, la partie investment grade, la partie high yield, les seniors, les subordonnés, un petit peu de convertibles, les effets de courbe, donc vraiment l'ensemble du gisement. C'est vraiment le terrain de jeu de Sunny multi-oblique. Comment on se positionne aujourd'hui avec tout ce qu'on a pu dire sur les taux et ce que Kevin a pu mettre en exergue sur le crédit? Bien, on arrive et on va chercher un rendement, un portage dans le portefeuille qui est quand même le premier moteur de performance aujourd'hui et ce qui rend toujours cette classe d'actifs obligataires très intéressante depuis la remontée des taux qu'on a connue il y a 2-3 ans. Donc, on a un rendement autour de 3,70 sur le portefeuille avec une notation moyenne qui est triple B-, donc qui est investment grade. Ce qu'on a fait, c'est que sur la très bonne performance du crédit, notamment du high yield, sur les derniers mois et les derniers trimestres, au fur et à mesure que la composante spread se réduisait, on a pris nos bénéfices en quelque sorte sur la partie high yield pour monter en qualité dans les emprunts corporate et avoir un portefeuille qui, au global, a un risque d'un niveau investment grade. On a une maturité moyenne autour de 3,5 ans. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on favorise plutôt les maturités intermédiaires entre 3 et 5 ans, donc c'est entre 2 et 6 ans sur la très grande majorité du portefeuille. Néanmoins, avec une sensibilité taux qui est réduite par des positions overlay, des positions de couverture sur les futurs, avec une sensibilité taux qui est autour de 2, sachant que le point neutre point neutre de long terme sur ce fonds-là, c'est plutôt quelque chose autour de 3 et 4. Donc là, on est en dessous en termes de sensibilité taux pour justement ne pas nous exposer à la partie risque de déficit de refinancement des emprunts d'État sur la partie longue des courbes. Ce qui peut être intéressant de voir sur le fonds, c'est qu'on a parlé de la partie premier moteur de performance qui est la partie portage sur le crédit, sur les investissements. Ce qui est intéressant de voir sur la gestion de ce fonds, c'est la décomposition de la sensibilité taux. Comment on s'expose justement
aux différentes maturités de taux maturité sur les taux dans le fonds. Donc, cette partie portage, il vient de l'environnement crédit, comme l'a décrit Kevin, c'est toujours intéressant d'être investi sur le crédit. Donc ça, c'est le moteur portage. Et le moteur de performance sur la sensibilité, on l'a construit par de l'arbitrage de courbes selon nos investissements et nos expositions sur les différents piliers de maturité. Sur le graphique de gauche, on constate que sur une sensibilité autour de 2 sur le fond, on a 0,60 de sensibilité qui vient des investissements qu'on fait sur des obligations à moins de 2 ans, et on a 2,2 points de sensibilité qui viennent sur des investissements sur des obligations qui sont comprises entre 2 et 7 ans, pour la plupart autour de 3-4 ans. À l'inverse, sur la partie 7-15 ans, c'est là où on fait l'overlay, on fait la couverture du risque de taux sur les maturités longues, où on a des positions vendeuses sur les emprunts d'État 10 ans. Donc, ce qui fait que cette position vendeuse sur la partie longue des courbes réduit notre sensibilité taux. Donc, si les taux longs montent et que les taux courts ou la partie intermédiaire sont stables ou baissent, cet arbitrage de courbe va nous faire gagner de l'argent et ça va être le deuxième moteur de performance en plus du portage crédit. Sur la partie droite, on voit en détail d'où vient cette partie overlay, cette partie couverture. Donc, on a la partie qu'on appelle cash, qui sont les investissements obligataires qu'on fait dans le fonds, qui apportent 2,8 points de sensibilité. Et ensuite, on a la partie couverture sur le 10 ans. Donc, on a 0,50 de sensibilité en moins via notre position vendeuse sur les emprunts d'État allemands à 10 ans et 0,20 de sensibilité en moins qui viennent d'une couverture sur le 10 ans japonais. Tout à l'heure, j'ai brièvement indiqué que le Japon avait ces problématiques de dette et de remontée de l'inflation également. On pense qu'il y a encore de la place sur la remontée des taux longs au Japon avec un objectif de taux. Aujourd'hui, on est en dessous d'1,50. On peut très bien terminer l'année autour de 1,75, 2% sur le 10 ans japonais. Donc, c'est une position vendeuse et c'est une diversification dans notre overlay, dans notre couverture sur le risque des taux longs. S'ajoute à ça une position, alors c'est vraiment une position d'arbitrage de courbe cette fois-ci, puisqu'on a une position acheteuse sur le 2 ans américain, avec une optique à horizon 1, 2, 3 trimestres de baisse des taux de la Fed. Et à l'inverse, on a une position vendeuse sur la partie longue, sur la partie 10 ans américaine, qui fait qu'au final, les deux effets s'annulent en termes de sensibilité taux du portefeuille, mais avec un vrai pari sur, à terme, à horizon quelques mois, quelques trimestres, une baisse des taux courts et une remontée des taux longs. Ou en tout cas, si globalement il y a une baisse des taux, que la baisse de taux sera plus marquée sur la partie courte de la courbe et avec une sensibilité au taux global du portefeuille autour de 2. Donc c'est vraiment le positionnement actuel, portage crédit avec une remontée de la qualité sur le corporate et une couverture sur la partie taux long avec des positionnements de courbe, avec une stabilité ou une baisse des taux courts et une protection contre la remontée des taux. Ok. Maintenant, sur Eurocrédit, Kevin, qu'est-ce que ça donne pour toi? Sony Eurocrédit, c'est un fonds 100% crédit. On ne va pas acheter d'emprunts d'État ou autre. On va uniquement se concentrer sur le compartiment corporate. Et on va essayer humblement de mettre les meilleures idées qu'on peut trouver en Europe avec un prisme qui est assez simple, c'est celui du couple rendement-risque qu'on a déjà évoqué au préalable, mais c'est celui d'acheter les meilleurs couples entre de la rémunération, alors ça peut être soit du portage, mais on peut aussi aller jouer de la convexité dans certains dossiers, et on essaie de le mettre dans une balance avec quels sont nos risques quand on achète telle ou telle obligation ou tel émetteur. Et donc ce couple-là, on se pose la question en permanence de savoir s'il est équilibré et si on est suffisamment rémunéré pour le faire. Donc voilà, on va mettre dans ce fonds les meilleures idées qu'on a sur le crédit. Alors aujourd'hui, on a une exposition au haut rendement fort de tout ce qu'on a pu décrire au préalable. On a une exposition à yield qui est assez marquée. On a environ 75% du fonds qui est aujourd'hui sur des émissions à haut rendement. On a le corollaire, c'est un taux actuariel qui est relativement sympathique, puisqu'on est à 4,80 autour, un peu plus d'ailleurs instanté, et puis une sensibilité qui est assez maîtrisée. Et on parlait de volatilité tout à l'heure en disant que la classe d'actifs était immunisée, en tout cas en lévitation. On le retrouve ici, la volatilité à 3 ans du fonds, elle est relativement modeste. Et le dernier point, c'est
puisqu'on va chercher les meilleures idées que l'on peut trouver dans l'univers, on ne va pas acheter toutes les idées, on va être extrêmement sélectif en fait. On ne fait pas de la gestion passive dans ce fonds-là. Donc cette sélectivité-là, elle s'illustre par exemple par le nombre d'émetteurs que l'on a en portefeuille qui est assez réduit. Hein. On a une liste, on est 4 à travailler cette matière et donc il faut bien connaître les sociétés. Et donc on a aujourd'hui 83 émetteurs en portefeuille. Donc une gestion de conviction, credit opportunities, si on veut l'illustrer comme ça, avec une dominante à yield et toujours cette notion de est-ce qu'on est suffisamment bien payé pour le risque qu'on porte. Alors, les 4 moteurs de perf, alors, il y a 4 ans, 4-5 ans, on a décidé de remodeler un petit peu la façon de processer dans le fonds. Et on a notamment mis en exergue 4 moteurs de performance. Le gros socle, et depuis plusieurs années d'ailleurs, c'est toujours la principale pondération dans le fond, ce sont les situations spéciales. Hein, c'est justement ce couple rendement-risque. Alors, on a voulu l'illustrer avec Benteler, par exemple, hein, qui est une nouvelle émission sur un équipementier automobile qui est basé en Autriche, qui a un levier d'endettement assez maîtrisé, disons-le comme ça, mais qui est impacté par finalement les vents de face dans le secteur auto, qui sont assez puissants. Mais on aime bien le dossier parce que la nouvelle émission est intervenue avec un coupon qui était assez élevé, puisque là, on parle d'un coupon à 7,25%, donc c'est quand même assez important. Et puis, on voit, et on le voit d'ailleurs avec des yeux assez positifs, on voit le retour de certaines banques dans le dossier, qui reviennent financer Benteler alors qu'ils étaient sortis il y a 5-6 ans du dossier. Donc, bon, on aime bien ce couple rendement-risque dans Benteler. On est assez payé pour subir effectivement un environnement opérationnel qui peut être compliqué encore sur le secteur automobile. Et donc, on a cette poche de situation spéciale qui représente un peu plus de 40% aujourd'hui dans le portefeuille. On a un deuxième moteur de performance, c'est ce que l'on peut appeler le rendement, en fait. Hein. C'est essentiellement des positions qu'on peut trouver dans le compartiment investment grade, donc dans le compartiment de qualité dans le spectre des entreprises. Mais on peut aussi trouver des émetteurs WB comme Lorca, par exemple, hein, qui est un opérateur télécom espagnol, qui est d'ailleurs en train de fusionner avec Orange, l'acteur français. Et Lorca, effectivement, on trouve des niveaux de rémunération qui sont tout à fait sympathiques, puisqu'on est à 4% de rendement, on est sur du 3 ans. C'est le genre de dossier qu'on aime bien, où c'est assez défensif, parce que le secteur télécom, disons qu'il est totalement protégé dans un environnement inflationniste. Et on a du rendement par ailleurs, on a cette prime de risque qui est bien payée. Donc c'est le genre de dossier qu'on rentre également et qui peut offrir cette robustesse dans des séquences de marché qui peuvent être plus compliquées à l'avenir. Donc cette poche rendement, elle représente un gros quart du fonds. Et puis on a 2 autres moteurs de perf. Alors on a les valeurs relatives. Alors là, tu as pris l'exemple de Cirsa, c'est assez sympathique, puisque Cirsa, c'est un acteur dans les jeux en Espagne, qui vient de s'introduire en bourse il y a quelques jours. Donc ça, on vient de faire toute l'histoire crédit et on sort par le haut sur ce dossier, donc c'est assez sympa. Et on avait décidé d'ailleurs de le faire dans le cadre d'un switch, puisqu'on était positionné sur un emprunt beaucoup plus court mais subordonné. Donc on accepte justement le principe de la valeur relative, c'est on accepte de se positionner à un endroit dans la capital structure de l'entreprise. Parfois, on accepte d'être subordonné, d'être vraiment tout en bas de l'échelle. Mais en contrepartie, on a cette rémunération qui nous va bien. Et donc, on est là sur du 8,625% de coupon avec une échéance 2030. On est sur un emprunt subordonné avec un coupon en pic, mais sur une histoire crédit qui s'est substantiellement assainie puisque la boîte a délivré avec une introduction en bourse. Donc, c'est vraiment un scénario qui est assez top. Mais on en a d'autres. On a aussi... par exemple, l'Iliade, il y a beaucoup de choses à faire en termes de valeur relative. Voilà. Ça représente un gros 15%. Et puis, pour finir, en dernier moteur de performance, on a des approches un peu thématiques. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de bancaires.
dans cette logique où on a un secteur bancaire et assurance d'ailleurs, hein, les deux vont de pair. On a ce secteur qui s'est significativement assaini depuis 15 ans. C'est sans doute la réglementation européenne qui a fait le travail là-dessus, mais on trouve de la valeur, aller chercher des emprunts dans ce secteur bancaire. On pense notamment aux grosses majors françaises. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-dedans. Et on va chercher alors soit des emprunts tiers 2, c'est-à-dire des emprunts subordonnés, mais qui ont des dates de rappel anticipées. Hein. On n'est pas sur des rappels à perpétuité. Il y a des dates de call. Et là-dedans, il y a beaucoup de valeur. Donc, on avait construit une pause il y a quelques mois sur le secteur bancaire. Mais auparavant, typiquement, il y a 4-5 ans, on avait en thématique, on avait de l'énergie. Je ne sais pas si on s'en rappelle, mais T3, T4 2020, on avait mis beaucoup d'énergie parce qu'on avait dit, bon, si on trouve un médicament ou quelque chose qui nous permette de nous soigner de cette pandémie, bah, on va repartir de plus belle. Donc, on essaie de rentrer, on va dire, des thèmes un peu consensuels quand même dans le marché, mais dans lequel on peut encore retrouver de la valeur. Et ça se traduit actuellement par plutôt une exposition au secteur financier au sens large, banque et assurance précisément. Ok, donc on vient de voir vos deux fonds emblématiques chacun. Vous gérez aussi des fonds datés, donc chacun avec ses particularités. C'est vrai que nous, sur le terrain aussi, parmi les questions qu'on a beaucoup de nos partenaires, c'est est-ce que le fonds daté, c'est encore le moment de le faire? Bon, alors, on le sait, chacun, en fait, c'est des outils qui sont complémentaires, hein, chacun a ses avantages. Les deux vont très bien ensemble. Pour respecter un peu le temps qu'on s'est donné, est-ce qu'en 2 minutes, chacun, vous pouvez nous donner un tout petit peu votre point de vue sur vos fonds, donc Green Bond pour toi, Dimitri, et ensuite on verra pour les 29 avec Kevin. Oui, bien sûr. Bah, comme tu l'as rappelé, les différences quand même de fonds entre un fonds ouvert et un fonds daté. Deux avantages du fonds daté, c'est qu'on a une date de maturité, une date de remboursement, et quand on a investi, on a un taux actuariel, on sait quel va être le rendement, et on le porte jusqu'à maturité. Donc ça donne vraiment beaucoup de lisibilité sur l'investissement, et c'est l'avantage du fonds daté. Donc il ne faut pas effectivement opposer les fonds ouverts et les fonds datés, ça répond à des problématiques différentes avec des valeurs ajoutées différentes. Sur la partie Green Bonds 2028, c'est un fonds donc, qui investit uniquement sur des obligations Green Bonds. Alors, pour rappel, les Green Bonds, c'est des obligations qui sont émises aussi bien par des corporates que par des financières pour justement financer des projets qui sont vertueux pour l'environnement, avec un impact positif pour l'environnement, avec par exemple des objectifs de réduction de CO2 et globalement des métriques qui sont vérifiés à la fois par des auditeurs externes lors de l'émission de l'obligation Green Bond. Tous les ans, les émetteurs ont des rapports à faire sur les utilisations des montants levés. Ça répond à une juridiction européenne sur les Green Bonds qui a été mise en place. Donc, il y a vraiment des contrôles stricts sur, à la fois au moment de l'émission et toute la durée de vie de l'obligation, sur quels projets sont financés, à quel niveau. On sait, par exemple, sur des corporates sur le secteur de l'énergie, quelle infrastructure a été financée avec quel green bond, etc. Donc, c'est des choses très précises. Donc, on a vraiment une lecture parfaite de comment les montants sont utilisés. C'est un fonds qui investit à plus de 90% sur des emprunts qui sont investment grade. Et par définition, les emprunts, la majeure partie des green bonds émises sur la partie euro sont faites par des bancaires. On a 40% à peu près des green bonds qui sont émis par des banques qui elles-mêmes financent des emprunts avec un impact positif pour l'environnement. Donc, quelque part, en finançant un green bond d'une banque, on délègue le choix des projets après aux banques pour financer une économie verte ou au moins avec un impact environnemental positif. Et les deuxièmes plus gros émetteurs de green bond, ce sont tout ce qui est secteur de l'énergie, de l'infrastructure, donc des grandes sociétés avec des bilans généralement sains, avec des contrats qui sont longs, des endettements mesurés. Donc, on a une notation triple B+ sur ce fonds, donc vraiment des entreprises de qualité, avec un rendement actuariel qui est légèrement inférieur à 3% aujourd'hui pour une maturité 2028. Parfait, très clair. Opportunité 29. Oui, voilà, opportunité 2029, on est sur du crédit à haut rendement, avec nos meilleures idées
qui gravitent autour du 31 décembre 2029. Voilà. Donc, on a une sélection resserrée, on a environ 80 obligations en portefeuille, une notation moyenne simple B, puisque ici, dans ce fonds daté, comme le soulignait Dimitri, on cherche à cristalliser, à verrouiller un taux. Et donc, pour essayer d'offrir le taux le plus sympathique, ajuster des risques, eh ben, on n'hésite pas à apporter de la valeur ajoutée en allant sélectionner des emprunts notés simple B. C'est un compartiment de marché qui est peu couvert. Il faut vraiment aller gratter les bonnes idées, chercher d'un point de vue fondamental les valeurs qui ont de la richesse. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire humblement dans ce fonds-là. Alors, ça se traduit par un taux embarqué dans le portefeuille qui est supérieur à 5% aujourd'hui. Et effectivement, une logique de daté, c'est-à-dire que là, on est dans une phase où on est en train de déployer nos investissements en achetant des obligations simple B. Et puis, au fur et à mesure que l'on va se rapprocher de 2029, on aura cette logique de dérisking. Hein, on va monétiser nos investissements. Mais l'idée, c'est de proposer, dans le cadre de ce véhicule, une rémunération supérieure à 5 en allant profiter des opportunités sur le high yield européen. Ouais, expertise historique de ce lit. Le fonds daté, comme on aime le faire. Toutes dettes sont émises en euros. C'est liquide. Voilà, ça fait partie des critères à bien regarder quand on explore les fonds datés. Alors, on arrive à la fin de notre timing. On a beaucoup de questions dans les commentaires. Pour information, on est en train de travailler notamment sur un nouveau fonds daté qui va arriver à la rentrée. On va laisser la pause estivale passer. On a hâte de vous en dire beaucoup plus. Ce sera orienté notamment sur les États-Unis. Donc, ça va être un fonds daté thématique assez intéressant. Pour les autres questions, on va vous rappeler et revenir vers vous. On vous envoie la présentation. Parmi les questions, ce que je voyais, c'est aussi la partie référencement. Tous les fonds qu'on a évoqués de Kevin et Dimitri sont référencés chez les principaux assureurs. Mais pareil, n'hésitez pas et on vous rappelle de toute façon, Christophe et moi, pour échanger. D'ici la rentrée, du coup, je vous souhaite à tous une très bonne pause estivale et j'espère que le format table ronde vous a plu. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en avez pensé et on se voit donc à la rentrée. Merci à tous. Merci Paul.